Je suis fatigué, voilà, je suis fatigué physiquement, j'ai des douleurs là qui me sont apparues ce matin. Moralement, je suis pas top non plus, voilà, donc je vais pas dire il était temps que ça s'arrête, mais ce qu'on va en retenir, c'est que je vais te préparer une petite vidéo sur ça, sur les émotions, sur les sentiments. Salut les amis, aujourd'hui, gros dossier, les émotions dans une vie de nomade. On va parler d'émotions positives, mais également négatives. Alors pourquoi le négatif quand nous sommes dans une vie de rêve? Alors dans cette vidéo, tu vas voir que tout ce que tu ressens à terre, tu vas également le ressentir en mer. Alors bien entendu, on ne va pas te dire comment gérer tes émotions. C'est un métier et nous n'en avons absolument pas les compétences. On veut juste te parler de certaines émotions, de ce qui peut en découler par des exemples de ce que nous avons vécu durant le début jusqu'à ce moment précis de notre voyage. La vie de nomade, de voyageur, de plaisancier, de navigateur, de vanlifer, de backpacker n'est pas une succession de stories Instagram, de coucher de soleil, de navigation tranquille, ni de vie de rêve que l'on veut te faire croire. En voyage, elle s'est faite après une épreuve qui était assez difficile en 2013 et là je me suis dit que j'avais des rêves et que je devais les vivre. J'emploie ici le devait plutôt que voulait volontairement parce que effectivement la différence découle de tes sentiments et de la volonté que tu as à mettre à bien ton projet. 2015, je vis une épreuve qui est encore plus difficile. Bon, si je rentre dans la confidence, on parle d'émotions, donc je vais être transparent avec toi. Et ça a toujours été le but de cette chaîne, que l'on veut humble, transparente, sincère et véritable. Donc 2015, c'est le décès de ma mère après 10 ans de grande maladie. Tu as Christophe Dominici qui a dit une phrase qui était juste, mais très juste de sens, qui te dit que la vie est bien faite et dans les drames que tu vis, quand tu décides d'aller chercher les choses, tu les atteins. Et le jour où tu n'as plus envie d'aller les chercher, tu es fini. Donc de cette situation dramatique, j'en ai fait un tremplin. En 2015, j'acte mon départ et je sais que je vais tout mettre en place pour réaliser mon projet. On va sortir des sentiers habituels. Bon, je t'en ai longuement parlé. Tu as 10 vidéos sur la préparation de Tangaroa et d'autres vidéos sur l'amélioration. Enfin voilà, on va plutôt parler de préparation mentale. À l'instar d'un sportif professionnel, il prépare son corps à l'effort, à la performance et à la souffrance, puisque c'est du sport, je ne vais pas dire le but, l'objectif du sport, mais tu fais souffrir ton corps. Mais il convient de préparer également son mental à la réussite de ton projet. Donc je reviens sur l'exemple du sportif. Le sportif prépare son corps, le champion, pour devenir champion, lui, il va préparer son mental. Le champion, il est exceptionnel. Si tu prends des sportifs comme Mohamed Ali, Rafael Nadal, Miguel Indurain, Johnny Wilkinson, ils se sont tous préparés à la réussite. Il n'aura pas suffi d'avoir les derniers gants de boxe, les dernières raquettes, les plus beaux crampons pour devenir des champions. Ces sportifs étaient exceptionnel. Et toi, c'est ton projet qui est exceptionnel. Donc pour mener à bien ta préparation, pour mener à bien ton projet, ta préparation mentale, elle est beaucoup plus importante que la préparation de ton bateau. Si je te donne un exemple, tu as une voie d'eau dans ton bateau et tu vois ton bateau couler, tu vois ton bateau s'enfoncer. Et c'est ta capacité à gérer l'émotion que tu vas vivre à ce moment-là qui fait que soit tu perds ton bateau, soit tu prends la décision de comment tu vas colmater ton entrée d'eau. Alors, comment est-ce que je me suis préparé à ce projet? J'ai pris rendez-vous avec un hypnothérapeute au départ pour voir, puis au final c'est un des meilleurs choix que j'ai fait. Thomas, l'hypnothérapeute que j'ai vu, m'a d'abord parlé du triptyque qui est tristesse, colère et peur. Et c'est principalement sur celle-ci que l'on a travaillé. Comme toutes les émotions, elles reflètent une sensation passée qui a été assez désagréable, mais paradoxalement, une sensation qui ne s'est pas passée et que tu anticipes de manière négative. Quelle est la pire chose qui puisse m'arriver? Est-ce que je vais pouvoir concrétiser mon projet? Si je n'y arrive pas, qu'est-ce qui va m'arriver? On pourrait penser que je suis incapable ou me juger.
Et là, tu pars dans une spirale qui est négative où derrière un comportement bénin, tu installes une émotion négative au premier plan. Par exemple, pour moi, la question que je me suis posée quand je me disais quelle est la pire chose qui puisse m'arriver pendant mon tour du monde, c'était de tomber à l'eau et de voir Tangaroa s'éloigner. Donc on a travaillé sur cette situation précise et quand je navigue, je prends les dispositions pour que ça n'arrive pas. Alors à ce triptyque d'émotions, tristesse, colère, peur, on va pouvoir ajouter la surprise, le dégoût et la joie. Alors quand je te disais que j'ai travaillé sur ces émotions, il m'a fallu remonter sur ce qui était à l'origine de ces émotions. Et ça c'est hyper important et c'est ce qui m'a fait dire que j'avais choisi le bon professionnel pour préparer mon départ. Je te donne un exemple qui est basique. Si tu es dans ton jardin et que tu as un arbre qui te gêne, si tu coupes l'arbre, il repousse. Pour plus qu'il ne repousse, il faut le déraciner. Donc pour parler des émotions pré-départ. Donc moi j'ai passé ma carrière professionnelle dans la prestation de services comme intermédiaire. Les gens m'énervent, je suis en colère et j'en veux parfois à la terre entière et surtout à moi de réagir comme ça. Les week-ends, bon parfois, surtout trop rarement, je vais à bord de Tangaroa qui est à 60 km de là où j'habite. Donc il faut traverser Marseille, c'est plus d'1 heure de voiture avec les embouteillages. Et pendant cette heure, tu vois, je cogite à tout un tas de choses. Je pense à ma mère et je me dis que sa mort est un tremplin. Et là, je reste englué dans la tristesse. Alors à l'époque où je bossais, j'arrivais très tôt le matin, il faisait nuit, bon principalement l'hiver. Et je repartais très tard le soir, il faisait nuit également. Et j'étais dans mon bureau qui était tout au fond, donc sans ouverture, pas de lumière naturelle, donc je voyais jamais le soleil. Et quand je partais des fois en rendez-vous sur l'extérieur au bord de mer, je me mettais à rêver, je faisais un petit détour pour voir les voiliers qu'il y avait au mouillage. Et là vraiment je me mettais à rêver à ma vie future et à ce projet qui était en train de naître et que j'étais en train de bâtir. Alors comme je te disais tout à l'heure, je ne vais pas t'apprendre à gérer tes émotions, elles t'appartiennent. Alors ici, je vais te donner des exemples précis sur ce que j'ai vécu. La joie, c'est ce que j'ai ressenti au plus profond de moi lorsque le pont de Martigues s'est ouvert. C'était la concrétisation pour moi de mon rêve après 9 ans où j'y ai pensé tous les jours. Pourtant, malgré la préparation, il faut que je contrebalance cette émotion euphorique. Donc j'ai pensé à ma mère, j'ai pensé aussi à mon père et à ses propres émotions que je me suis imaginées. Tristesse de me voir partir, inquiétude. Mais jamais, à aucun moment, j'ai pu penser qu'il était fier ou heureux pour moi. Là aussi, il est déjà hyper compliqué de se gérer soi-même, maîtriser ses propres émotions, alors celles des autres, il est impossible de pouvoir les appréhender. La colère, c'est pour moi un très long chapitre, vraiment très long, parce que je suis quelqu'un de très colérique et forcément, tu t'es aperçu que je venais du sud. On est un peu bouillant avec le verbe haut et des fois la baigne facile. Donc j'ai ressenti quand même beaucoup de colère sur ma première année de voyage, notamment avec les interactions avec les autres. Presque plus personne ne se dit bonjour en voilier, ça m'attriste au départ, et c'est moi qui l'ai transformé en colère parce que j'avais idéalisé des moments de rencontre et de partage. Donc idem sur le manque de savoir-vivre des gens. Souviens-toi, je suis à Monem Vasia. Un bateau mouille devant moi, il est je crois de mémoire 23 heures, il relève son mouillage parce qu'il a fait n'importe quoi, il embarque mon ancre. Donc j'étais super énervé, vraiment très en colère et j'avais vraiment qu'une envie, c'était le lendemain matin d'aller y dire rafaler la gnoccasse. Ces interactions avec les autres, c'est à cause de ça, si tu veux, que j'ai arrêté de naviguer en Méditerranée. J'avais un programme de navigation en Méditerranée qui était basé sur 3 ans. Et comme je n'avais pas trouvé, non pas ce que j'ai cherché, mais ce que j'avais idéalisé, j'ai décidé de quitter mon bassin de navigation à la fin de la première année. Et je crois que par facilité, j'avais surtout oublié que j'étais le responsable moi-même de ma propre frustration. Un autre exemple de colère, on est à, de mémoire, Fuerteventura. Il y a un groupe de visiteurs qui visitent un village accompagné d'un guide. On se retrouve au même moment. Le guide qui est espagnol, il tient des propos racistes à notre égard et il les fait en français. Bon, de toute façon, s'il les avait fait en espagnol, on l'aurait quand même compris. Donc ce que j'ai fait, j'ai posé mes affaires. Et je me suis dit que j'allais en découdre physiquement avec lui. Et tu verras que Sonia va t'expliquer, elle, comment elle aurait réagi, qui était une manière qui est un peu plus intelligente, bien entendu, mais complètement différente de la mienne. Et ça, c'est important. Ça veut dire qu'on est deux personnes, tous les deux avec des émotions,
et des réactions différentes parce qu'on appréhende nos propres émotions de manière différente. Donc ce type dans les propos m'a renvoyé quelque chose de très négatif et pour Sonia c'était beaucoup moins négatif. Alors juste pour revenir sur la façon dont Steph a réagi un peu avec véhémence à Formentera, c'est vrai que moi j'aurais réagi complètement différemment. J'aurais plutôt pris à partie le guide en lui disant que par son attitude il faisait honte à notre beau pays et que c'était pas acceptable. J'aurais essayé de faire comme ça en tout cas. Alors pour agrémenter un petit peu plus ce qu'elle dit, c'est que le beau pays c'est l'Espagne, puisque tu le sais qu'elle est espagnole, donc c'est pas la France, et ça aurait touché beaucoup plus un espagnol qu'une gifle comme j'ai fait moi. La peur, l'inquiétude, on l'a vécu en 2023, avec les nombreuses interactions entre les orques et les voiliers, à tel point qu'on ne parlait plus que de ça. Alors justement, à propos du Gibraltar, on a vécu des heures qui émotionnellement étaient très intéressantes. Déjà, le départ de Carthagène avec le nouveau gréement, puisqu'on attendait ce nouveau gréement pour se dire on est couvert par l'assurance et on peut aller plus loin. Donc là, on était heureux, on a éprouvé une partie de joie. On fait le premier mouillage, la première nuit, et la prise de conscience des travaux de malfaçon de la part de l'entreprise qui avait réalisé ce changement de gréement. Donc là, colère. On part par la suite d'Almuñécar en direction de Gibraltar. Vent de face, au pré serré, la nuit, dans le rail des cargos. On était à tirer des bords qui étaient parallèles puisque j'avais un repère visuel et je vois qu'au bout de 5 heures, on n'a quasi pas avancé. Donc là, j'éprouve quand même un sentiment, moi, de dégoût. On en est presque à 30 heures de navigation pour 100 nautiques à effectuer. Si tu fais le calcul là, on est une moyenne sur à peu près à 3 nœuds. Moi, je suis en plein doute à ce moment-là sur la capacité à ne retenir que cette navigation négative, sans, tu vois, m'ouvrir à l'ensemble du voyage, mais à retenir vraiment que le négatif. Et je pense à ce moment-là arrêter définitivement le bateau en disant je vais le vendre et puis je vais faire autre chose de ma vie. Et pendant que je suis à me dire ça, Sonia elle est en bas, elle est dans le bateau, elle pleure de tristesse et de dégoût. Ensuite, donc, nous arrivons dans la baie de Gibraltar. Et là, on a un nouveau sentiment qui apparaît, c'est l'inquiétude. L'inquiétude parce qu'il faut slalomer entre les cargos, ceux qui sont en navigation et ceux qui sont au mouillage. Et puis, tu as la peur à ce moment-là de croiser un orque. Donc, tu vois, là encore, deux nouvelles émotions. On arrive au mouillage à l'alinéa de la Conception. Et là, tout le monde nous accueille, mais de manière ultra chaleureuse. Et là, c'est vraiment une surprise, on est content. Donc tu te dis que tu as un accueil qui est génial, tu te dis que tu as la vue sur le mythique rocher de Gibraltar, bon, les colonnes d'Hercule, pour moi c'était mythique, je l'ai imaginé mais tellement de fois cette arrivée-là, donc j'étais super heureux, et puis j'ai ce sentiment à ce moment-là de devenir un voyageur en bateau plutôt que un plaisancier. Là, bon, je te schématise, ça fait plus d'1 an que je suis parti à ce moment-là. J'ai fait, on va dire, peut-être un peu plus de 4000 nautiques depuis 4000 milles nautiques depuis le départ. J'ai quand même une expérience qui est à ce moment-là de plus de 10 000 milles nautiques. Voilà, mais comme tu le sais, je me considère un peu comme toujours débutant. Donc voilà, là j'ai cette impression de devenir un voyageur, de devenir, je vais pas dire un marin, mais plus un voyageur qu'un plaisancier, voilà. Donc là j'éprouve vraiment de la joie. Et tu as vu que donc sur cette navigation, on est passé absolument par toutes les émotions. Alors là aussi on peut en dire des choses. Je vais te dresser le portrait classique. Alors ça fait un peu cliché, mais il y a une part de réalité aussi dedans. Tu as monsieur et madame qui travaillent chacun de 8h à 18h. Et une fois qu'ils quittent leur emploi, ils vont aller commencer leur deuxième vie de la journée. C'est-à-dire aller chercher les enfants à l'école et s'occuper de la maison. Donc au final, si tu veux,
ils arrivent à 21 h complètement claqués, les enfants couchés, ils se mettent devant la télé, 23 h tout le monde va dormir, et puis ils passent une vie comme ceci. Donc au final, combien de temps ils ont passé ensemble dans une journée, combien d'interactions ils ont eu ensemble tout au long de cette journée, fois le nombre de jours, fois le nombre de mois, fois le nombre d'années. Et partir en bateau en couple, ben, c'est se retrouver dans un endroit qui est plus petit que chez toi, avec quelqu'un avec qui tu n'as pas passé ton temps 24 heures sur 24. Donc ça peut générer des conflits, ça peut générer de l'agacement parce que tu n'as pas l'habitude de cette vie-là. Si tu prends un exemple ben, qu'on connaît tous, le nombre de divorces est presque plus important pour des gens qui se retrouvent à la retraite que des gens qui vivent ensemble. Et bien forcément, puisque tu passes de 3 à 4 heures par jour à 24 heures par jour. Alors on peut aussi se demander, est-ce que c'est un projet commun ou est-ce que c'est le projet de monsieur qui embarque madame dans son rêve d'enfant? Et tout ça, nous on l'a vécu. C'est des questions aussi qu'on s'est posées. Oui, et des questions qui, moi, m'ont fait un petit peu souffrir parce que c'est vrai que dans ma première partie de vie, c'est toujours moi qui prenais des décisions et des initiatives. Et là, c'est vrai que tomber amoureuse de monsieur impliquait de partir dans son projet à lui, qui me plaisait au demeurant, mais sur lequel j'étais un peu moins actrice que ce que j'ai pu faire par le passé. Et c'est vrai que ça a été un petit peu compliqué, on s'est un peu heurté à quelques reprises sur ce sujet. Et le temps passant... ben ça devient notre projet. Bon, en parallèle, je développe aussi, c'est notre projet, je développe d'autres choses aussi et on trouve maintenant une harmonie alors qu'au début, je me sentais vraiment un peu suiveuse. Alors ensuite, concrètement, on se connaît depuis moins de 2 ans. On vient de régions qui sont différentes, de cultures qui sont différentes, et puis on se connaissait pas du tout, il n'y avait pas de lien entre nous avant la première rencontre. Et bien entendu, comme tu peux te douter, c'est pas l'harmonie parfaite tous les jours. On a des envies, des besoins différents, et puis les envies et les besoins, ils évoluent aussi avec le temps, avec l'aventure. Alors comment est-ce qu'on le vit, comment est-ce qu'on le gère? L'important dedans, quand tu navigues en couple, et par rapport à la situation que je t'ai expliqué il y a quelques secondes sur le fait d'avoir une vie où on est en couple mais séparé la plupart du temps parce que chacun a son travail, l'essentiel dedans c'est de bien communiquer. Alors bien communiquer, c'est un peu facile à dire puisqu'on a tous l'impression de bien communiquer, mais c'est surtout se parler sur ses envies parce que là on a un rythme aussi qui change. Le rythme se ralentit. Tu vois, au départ, quand je suis parti seul, moi je naviguais tous les jours. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. J'ai vraiment fait la transition par rapport à ma vie professionnelle où je courais, où là maintenant je cours plus. Donc je prends un petit peu plus le temps. Donc, si tu veux, c'est communiquer sur également ce qui nous gêne parce que c'est pas parce que j'aime moi naviguer pendant 5 jours que Sonia aime naviguer pendant 5 jours. D'ailleurs, elle aime pas naviguer pendant 5 jours. Oui, ça a été un point sur lequel moi j'ai mis aussi du temps à m'en rendre pleinement compte, à le reconnaître, à communiquer dessus sur le fait que les longues navigations, je suis différente de Steph, moi je m'ennuie vite. Du coup, c'est un peu compliqué pour moi. Voilà, 1 jour, 2 jours dans un état contemplatif, ça me va. Au-delà, ça se complique. Ouais, c'est un peu plus compliqué. Bon, tu l'entends que le jour où il y a une transat, je la fais en solitaire. Donc voilà, bien communiquer, comme on te le disait, c'est se parler sur les envies, sur ce qui nous gêne, et puis voir comment est-ce qu'on peut évoluer ensemble. Parce que c'est sûr que l'aventure à 2, elle est quand même plus belle que l'aventure seule. Oh, merci mon cher. Non, mais c'est une réalité, c'est-à-dire que dedans, tout ce que tu fais, tout ce que tu vois, voir un coucher de soleil, voir comme on a pu faire les oiseaux qui passent, être contemplatif, tout ça, c'est mieux de le partager en direct. Tu vois, c'est pas quelque chose que tu vas partager et qui va rendre plus intense à partir du moment où tu le fais sur une vidéo ou tu fais un compte rendu, si j'ose l'appeler comme ça, par téléphone. Ce qui est chouette, c'est de s'émerveiller ensemble. Et bien communiquer, c'est surtout se parler avec bienveillance. C'est-à-dire que tu vas pas attendre le dernier moment pour te parler une fois que la coupe est pleine et puis que tout s'accumule. Tu vas essayer d'anticiper en fait dès lors que quelqu'un te dérange et plutôt que te dire voilà ça me dérange. Tu vas essayer de le faire avec bienveillance. Est-ce que tu ne penses pas qu'on pourrait essayer de... voilà, c'est être vraiment dans l'anticipation
et puisque c'est ton conjoint, tu le connais aussi, tu sais ce qui peut le gêner dans une manière de s'exprimer, parce que de toute manière, une manière de s'exprimer quand elle est négative, elle va renvoyer à l'autre une mauvaise image, en disant, si par exemple je dis à Sonia, ouais mais attends, une navigation de 10 jours c'est rien, tu peux pas le faire, elle va me dire, ouais mais attends, quelle est l'image qui me renvoie, que je suis incapable. Or tu vois, il faut tenir compte du ressenti de l'autre pour que tu aies des rapports en couple qui soient sereins. Comme je te le disais, c'est plus beau quand tu le fais à deux. La personne qui est là, alors je vais dire qui te suit dans ton projet, si on est dans le cas de figure de ce que l'on exprimait tout à l'heure, ou qui a envie de le faire avec toi, ben, toi tu prends du plaisir, énormément de plaisir à ce qu'elle soit là. Donc l'idée, à un moment donné, c'est de ne pas que ton conjoint s'en aille vers une autre aventure, puisque là tu vas t'apercevoir que tes habitudes te plaisaient. La solitude te plaira un petit peu moins, les partages te plairont un petit peu moins, et tu risques de t'emmerder un petit peu plus. Et puis bien dans cette aventure, tu as aussi ton fidèle et magnifique voilier qui va s'immiscer dans tes émotions. On en avait parlé, tu le sais, mais pour moi, Tangaroa fait partie intégrante de ce projet de voyage. Contrairement à une voiture, une maison ou un objet, en fait, je veux juste te parler d'un objet, ben, il a un nom. Et pour moi, ça fait quand même une différence. Et en voyage au long cours, tu as pu le constater si tu voyages ou quand tu pars quelques semaines, ben, en voilier, c'est un problème par jour. Et ça, ben vraiment, c'est épuisant. C'est-à-dire que tu dois systématiquement réfléchir à trouver des solutions à tes problèmes. Et si, comme moi, ben, tu n'as aucune compétence en la matière, ça prend énormément de temps et d'énergie. Concernant la vie en bateau, moi ce que j'ai trouvé extrêmement compliqué et difficile dans un premier temps, parce que moi j'avais une vision plaisancière, assez enjolivée de la chose, ça a été de gérer le fait qu'on pouvait avoir des problèmes quasiment tous les jours et qu'il y avait des gestions de problèmes quasi au quotidien. Et ça psychologiquement, ça a été compliqué pour moi parce que je me suis organisé une vie en France assez légère où j'ai assez peu de difficultés et de complications, et j'avais l'impression en fait dans cette vie-là de me rajouter des problèmes dont j'avais pas vraiment besoin et que le bénéfice était pas suffisant parce que je me laissais complètement emporter par cette émotion du problème. Et maintenant, après avoir échangé avec d'autres navigateurs, d'autres personnes, et de voir que c'est pas propre à Tangaroa d'avoir que des problèmes, je prends les choses avec un peu plus de légèreté et de détachement, et ça va mieux. Et ça va beaucoup mieux, comme quoi avec le temps et le fait de communiquer, on arrive à dénouer des nœuds, des problèmes et des difficultés qui sur le moment semblent insupportables ou insurmontables. Alors là où on veut en venir, c'est que le succès de ton projet va résider dans le fait de la manière dont tu vas gérer tes émotions. Bien entendu, tu peux te dire que tu n'as pas besoin de cette vidéo pour le savoir. Mais on a tous en tête différents youtubeurs, différentes personnes qui avaient des chaînes, hein, sans parler forcément de youtubeurs, parce que je pense que c'est plus un métier qu'autre chose, qui ont arrêté pour des motifs qui sont autres que financiers, mais pour des raisons de ressenti émotionnel, de fatigue émotionnelle, de ras-le-bol. Donc ton projet, ton rêve, ton tour de Méditerranée, ton tour de l'Atlantique, ton tour du monde, commence d'abord par ton tour de toi-même. Si tu ne l'as pas fait avant le départ, tu as le temps de le faire pendant tes navigations. Tu vois, moi je pensais que j'avais bien préparé les choses, et puis je m'aperçois au final que je ne me connaissais pas si bien que ça. Voilà, donc les navigations m'ont aidé à un peu plus me comprendre. Et même en l'ayant préparé, j'ai fait des erreurs, et je me laisse rattraper par mes vieux démons, notamment par la colère. Tu vois, par exemple, si je te reprends l'exemple de Fuerteventura où je me suis battu avec le type, donc j'aurais pu aller en garde à vue, j'aurais pu passer quelques jours en prison, donc je laissais Sonia seule et je laissais Tangaroa tout seul à ce moment-là au mouillage, avec les risques que ça peut comporter quand tu n'es pas à bord. Donc ça veut dire que la mauvaise gestion de ce sentiment négatif aurait pu découler autre chose de plus contraignant. Donc Thomas, mon hypnothérapeute, me dit qu'une expression, une émotion qui est exprimée est divisée, alors qu'une émotion qui est réfrénée, elle est multipliée. Donc exprime donc ton émotion comme tu le souhaites pour éviter que ça te pèse. Ne va pas trop loin comme j'ai pu le faire moi, parce que c'est une connerie, hein, clairement. En bateau, l'eau est dangereuse.
mais l'eau, elle est dangereuse à partir du moment où elle est à l'intérieur. Quand elle est à l'extérieur, tout va bien puisque c'est notre élément de glisse, c'est notre élément pour avancer avec le vent. Mais à partir du moment où elle rentre dans le bateau, c'est là où elle est dangereuse, c'est là où potentiellement tu peux couler. Bien, au niveau de tes émotions, c'est exactement la même chose. À partir du moment où tu laisses le négatif dehors, il t'arrivera rien. Si tu le fais rentrer, c'est toi-même que tu mets en danger de par ton propre sentiment. Alors on a voulu faire cette vidéo parce que quand on est arrivé à Mindelo, pas la première mais la deuxième fois, c'est-à-dire après notre voyage sur Sao Nicolau, c'était la dernière navigation de la saison et la dernière vidéo. Donc on sort de 15 jours d'intoxication alimentaire. Normalement une intoxication alimentaire ça dure 48 heures. Là elle a duré 15 jours. On a souffert. Ouais. Moi j'avais 2 tendinites. Et si tu veux, sans faire d'effort ou de torsion ou de quoi que ce soit, on a eu des navigations qui étaient simples, donc pas mouvementées, j'ai pas fait d'effort, et puis on est sorti aussi d'une grosse engueulade, tout simplement par rapport à ce que je te disais, où les envies sont pas pareilles, et qu'à un moment donné, la navigation ou la vie en bateau, il faut la maîtriser, il faut pas que ça devienne un poids, il faut pas que ça devienne un supplice. Donc à ce moment-là, on est mais épuisé. On rentre en France. Et puis avec plaisir si tu veux, moi je ne voulais plus rentrer en France parce que je n'y trouve pas mon compte, ça on en a déjà parlé donc je ne vais pas te le redévelopper, mais c'est pour te dire dans quel état émotionnel on était à ce moment là. Une fois arrivé en France, c'est-à-dire qu'on prend l'avion, on se fait les 3 heures de retard de Cabo Verde Airlines. On arrive à Paris, on passe de 30 degrés à... je crois qu'on était même en température négative. Tu dois te rendre à l'hôtel, il pleut. Mais là, on est un peu soulagé quand même. Et puis ensuite, donc on part chez la famille, donc chez mes parents. De là, comme par magie, il n'y a plus de tendinite, il n'y a plus de douleur. Faut savoir que j'étais pendant 4 jours avec genouillère et chevillère. Et arrivé sur place en famille, j'ai plus de douleur, je marche normalement, je peux porter, je peux faire des efforts. Voilà, donc moi j'y suis resté, si tu veux, 3 semaines en France, et puis Sonia a eu dans son besoin, elle, l'envie d'y rester plus longtemps. Donc elle est restée 2 mois. Voilà, moi j'avais besoin de couper un petit peu avec la navigation et la vie en bateau. Je dirais que c'est plus la vie en bateau où j'étais sur un peu une saturation et envie d'autre chose. Et j'avais pas envie de me cantonner qu'à ça. Donc je suis restée plus de 2 mois. J'ai été voir ma fille, mes amis. J'ai fait énormément d'activités culturelles, une partie en volet qui me manquait. Et ça m'a fait un bien fou. Et j'ai eu plaisir, énormément de plaisir à revenir sur le bateau, à retrouver mon chéri, bien entendu. Mais c'est vrai que j'ai pris conscience que on avait des rythmes différents et que moi j'avais besoin de faire autre chose. Pas forcément de rentrer à la maison et de plus bouger, mais de continuer de voyager et de découvrir, mais pas forcément la vie en bateau 100% du temps. Ça c'est quelque chose d'assez nouveau, dont on parle assez fréquemment et qui pour moi est une évidence, c'est l'alternance. Voilà. Moi, pendant qu'elle était en France, donc j'étais à Mindelo, j'ai fait des super rencontres, que ce soit aussi bien avec les Cap-Verdiens qui sont adorables. Alors moi, j'ai tellement adoré le Cap-Vert que voilà, j'ai tout vu en rose là-bas. Et puis bon, voilà, j'ai rencontré l'Éden, j'ai rencontré Nana, j'ai rencontré Simon et Anaïs aussi, j'ai rencontré Lucien, tu vois. Donc voilà, il y a eu des partages, si tu veux, qui ont été super intéressants. Mais bon, comme te disait Sonia, et comme on te disait aussi depuis tout à l'heure, tu as des rythmes différents qui se font et il faut l'admettre que chacun, à un moment donné, ne soit pas sur le même rythme, mais puisse trouver un bonheur provisoire ailleurs. Et ça, c'est super important. Se connaître, ça prend du temps. Dans mon ancienne vie professionnelle, il ne s'est pas passé une journée sans que je me remette en question, sans que je ne cherche à progresser. Il était pour moi inconcevable que je finisse une journée dans le même état moral, mental ou de réflexion ou de progression que ce que je l'avais commencé. Le voyage, la vie en bateau, la vie de nomade m'aura plus appris sur moi que ma vie d'avant pendant 40 ans. Plus le temps passe et plus je suis maître de mes émotions. Si je te donne un exemple, quand nous arrivons à Mindelo, on a une voie d'eau. Donc on a une entrée d'eau, une belle entrée d'eau par le Presse-Étoupe. Si tu veux, ni Sonia ni moi,
on ne s'est laissé envahir par une émotion qui était négative. On a constaté et on a agi avec la plus grande des sérénités. On espère que cette vidéo t'aura plu et qu'elle aura pu t'apporter quelque chose si toi aussi tu es parti pour un grand moment et si tu as le même ressenti que nous. Bon, on est rentré un peu plus dans l'intimité pour essayer de t'apporter quelque chose tout en sachant que tu n'es pas nous, que l'on n'est pas toi et que le ressenti est propre à chacun. Donc tu vois qu'on a un petit peu survolé les choses parce que si on rentre dans le détail, on a une vidéo d'1h30. C'est pas le but c'est de te donner quand même quelques bribes en une vingtaine de minutes pour pas que tu t'ennuies. J'espère d'ailleurs que tu t'es pas ennuyé. Voilà. Pour conclure, alors que tu sois dans l'une ou dans l'autre des situations, n'hésite pas à nous écrire un commentaire, que l'on puisse échanger ensemble sur ce sujet. Bonne semaine, prends soin de toi et à très vite.